Bonjour, je suis Jean-François Etter. Je suis professeur de santé publique à l'Université de Genève et je vais vous présenter les diapositives sur les vaporisateurs de tabac et les cigarettes électroniques que j'ai présentées au sommet de la VAP à Paris le 20 mars 2017. Je vais d'abord faire un plan de la situation et dire pourquoi les lois actuelles ne sont pas satisfaisantes. Je vous dirai ensuite quels sont les objectifs souhaitables, où veut-on aller et dans quel nouveau cadre légal. Je dirai aussi quels sont les obstacles sur cette voie. Mon premier constat, c'est qu'il n'y a pas assez de conversion des fumeurs vers les vaporisateurs de nicotine et de tabac et les cigarettes électroniques. 10 ans après l'arrivée sur le marché des cigarettes électroniques, la combustion, qui est la technologie la plus toxique et obsolète, continue et de loin à dominer le marché. Il y a dans de nombreux pays un plafonnement des usagers pour plusieurs raisons. Peut-être parce que ces nouveaux produits ne sont pas compétitifs avec les cigarettes combustibles. Peut-être est-ce à cause du marketing ou de la désinformation, de la fausse perception des risques ou à cause de la réglementation inadéquate. Mon deuxième constat, c'est que les fausses opinions et les fausses informations dominent. Il est troublant de constater, comme l'indiquent les enquêtes Eurobaromètre, que la proportion de personnes qui pensent à tort que les cigarettes électroniques sont tout aussi dangereuses que les cigarettes augmente, et même que ces fausses opinions sont désormais majoritaires. Mon troisième constat, c'est que les experts en santé publique sont divisés sur le sujet. Le résultat de ces divisions, c'est que les experts sont discrédités face à l'opinion publique, que les politiciens, les décideurs, les cliniciens et les consommateurs aussi sont désorientés. Chacune des deux positions ou chacun des deux camps pense sincèrement, sans doute, que sa propre position protège au mieux la santé publique et que c'est le camp adverse qui agit au détriment de la santé publique. Il convient donc de respecter cette sincérité et de respecter le camp adverse. Mon quatrième constat, c'est que la législation est inadéquate. La législation actuelle, elle ne permet pas, à mon sens, d'atteindre au mieux l'objectif de réduire la morbidité et la mortalité causées par la combustion du tabac. La directive européenne, Tobacco Product Directive, a été rédigée à la hâte en contrevenant lourdement aux règles de l'Union européenne sur la procédure d'élaboration des directives, notamment parce qu'il n'y a pas eu de consultation des parlements nationaux, parce qu'il n'y a pas eu d'évaluation de l'impact potentiel de ces nouvelles réglementations, et aussi parce que ces décisions se sont prises derrière des portes closes, avec sans doute une forte influence de l'industrie du tabac et de l'industrie pharmaceutique, très représentée à Bruxelles et à Strasbourg, et qui ne souhaitaient pas la concurrence des cigarettes électroniques. Du coup, on a une directive qui est beaucoup trop exigeante. Les lois actuelles nationales dans l'Union européenne dérivées de cette directive ne sont pas du tout satisfaisantes parce que la directive européenne est trop aversive au risque. Il y a des conséquences négatives, sans doute involontaires, de ces lois et directives aversives au risque. Cette législation cause des dégâts parce qu'elle perpétue le tabagisme en rendant les cigarettes moins attractives, les cigarettes électroniques moins attractives, moins accessibles, peut-être avec un moins bon goût si on limite le nombre de références pour les arômes, plus chères, pharmacologiquement moins efficaces si on limite la nicotine, ou qu'elles inhibent l'innovation et l'amélioration des produits en diminuant le nombre de petites compagnies et de nouveaux produits. D'autre part, cette directive n'indique pas un objectif clair, elle ne dit pas de quel problème chaque mesure ou chaque article est la solution. Et dans le préambule, cette approche restrictive est justifiée par l'effet passerelle ou l'hypothèse que ces produits pourraient conduire les jeunes à fumer, mais pourtant il n'y a pas de données probantes justifiant ceci et prouvant cet effet passerelle, et il sera de toute façon très difficile de le prouver. Je propose un nouvel objectif stratégique à moyen terme, c'est de créer un cadre légal au niveau européen puis national et de nouvelles politiques et actions pour la lutte anti-tabac dont le but serait de réduire la mortalité et la morbidité en éliminant la combustion tout en acceptant l'usage de tabac et de nicotine sous des formes moins dangereuses que la combustion, mais tout de même attractives et bon marché.
Cette approche se base sur ce graphique, l'étude de Nutt et al. En 2014. Si on considère que le risque lié aux cigarettes combustibles est de 100, on voit que les cigares et les pipes et les autres formes combustibles sont les formes les plus dangereuses, que le tabac à usage oral sans combustion est nettement moins dangereux, qu'à l'autre extrême, les produits de nicotine, les médicaments tels que les patchs, chewing-gum et spray nasal ont une dangerosité tout à fait marginale, suivi des cigarettes électroniques dont le risque ne représente que quelques pourcents du risque de la cigarette. Donc ce continuum du risque des produits doit produire à son tour un continuum de la réglementation et un continuum de la taxation. Les produits devraient être réglementés et taxés en fonction du risque qu'ils occasionnent pour la population et pour les usagers. Donc notre objectif prioritaire est de réduire la mortalité et les maladies, et tout autre objectif est secondaire. Tout compromis avec cet objectif prioritaire pourra augmenter les cas de maladies et de décès. Par exemple, si on adopte un objectif secondaire qui est de réduire la consommation de tabac ou la consommation de nicotine ou de s'attaquer aux producteurs de ces produits, alors on risque de saboter l'objectif principal ou en tout cas de freiner sa réalisation. Il faut accepter et aussi faire accepter la notion de continuum du risque. Il convient de créer un consensus parmi les parties sur le principe de réduction des risques, terme qu'on devrait du reste remplacer par celui de maximisation des opportunités. On doit maximiser les opportunités offertes par les nouvelles technologies. Et les consommateurs qui ne souhaitent pas renoncer à la nicotine doivent pouvoir l'utiliser sous la forme la moins nocive. En tout cas, ils doivent avoir des alternatives à la combustion. Ce continuum de risque doit donc être reflété par un continuum de la réglementation et de la taxation. Ce dont on a donc besoin, c'est une réglementation qui minimise l'usage de la combustion, qui maximise la conversion des fumeurs vers les nouveaux produits sans combustion, qui maximise les opportunités offertes par ces nouvelles technologies, qui limite le risque des nouveaux produits, notamment leur toxicité propre, l'attrait pour les jeunes non-fumeurs, une réglementation aussi qui permette une information exacte des consommateurs, point très important. Aussi, cette réglementation doit unifier le marché européen, éviter la multiplication des réglementations nationales discordantes, une réglementation qui soit pratique et peu coûteuse à mettre en œuvre, qui permette les contrôles et qui établisse les responsabilités. Dans ce processus d'élaboration d'un consensus entre les parties, d'élaboration d'une nouvelle réglementation, il y a 3 points qui méritent notre attention. D'abord, le fait que la nicotine, surtout quand elle est fumée, entraîne une forte addiction. Les fumeurs sont fortement dépendants, ils ne peuvent pas se passer de nicotine. La nicotine est moins addictive pour les produits qui apportent la nicotine moins vite au cerveau que la fumée de tabac. Donc la forme la plus addictive, c'est vraiment la cigarette. La même nicotine, sous forme de patch, n'est pas du tout addictive. Le deuxième point, c'est la santé mentale. Parmi les fumeurs et parmi les vapoteurs, il y a une proportion plus élevée que dans la population générale de problèmes de santé mentale, en particulier la dépression, mais toutes les autres pathologies psychiatriques aussi. Une proportion plus élevée aussi d'usage abusif d'alcool et d'usage de drogue que dans la population générale. Ces choses-là sont bien documentées. Ces personnes-là ont besoin de nicotine pour gérer leur humeur ou pour gérer leurs symptômes. Et donc, on doit éviter toute réglementation qui les pousserait vers la cigarette, parce que pour ces personnes, les substituts nicotiniques ne sont pas satisfaisants, ils ne fournissent pas la nicotine en quantité suffisante ni à la vitesse suffisante. Et donc des lois trop restrictives pourraient les pousser vers la combustion si on considère que le tabac à usage oral est interdit dans presque tous les pays de l'Union européenne. On doit donc considérer que les vaporisateurs représentent une opportunité pour ces fumeurs fortement dépendants de quitter la cigarette. Enfin, et c'est très important pour les consommateurs, on doit admettre la centralité pour les usagers de la notion de plaisir et on doit admettre l'usage hédoniste de la nicotine. Et qui sommes-nous pour dire aux gens qu'ils ne doivent pas consommer de nicotine si cette consommation n'est pas très dangereuse pour eux-mêmes et pas dangereuse pour autrui? 2 points aussi qui méritent d'être soulignés, c'est le fait que la combustion du tabac
est un fort contributeur aux inégalités sociales en termes de mortalité, puisque les personnes moins riches et moins éduquées fument plus ou sont plus nombreuses à fumer, et aussi un fort contributeur aux dépenses pour soins médicaux. Les soins médicaux sont, pour une bonne part, expliqués par des cancers, des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires causées par le tabac. On devrait donc utiliser davantage ces deux arguments. Comment parvenir à cet objectif? Je crois que nous devons créer un consensus, et le consensus doit se construire autour d'un modèle pour la communication et l'action et une vision globale partagée. Il faut donc faire accepter ce modèle qui servira de base à la discussion commune. Là autour de ce modèle que je vais brièvement décrire, on doit créer des alliances et inclure tous les acteurs, y compris les consommateurs qui disent Nothing about us without us. Rien ne doit être fait à notre propos sans notre participation. Ensuite, il sera crucial de s'accorder sur un plan d'action, plan qui devra identifier tous les paramètres qui auront un impact au niveau de la population. Donc, en particulier, on doit se baser et faire accepter cette notion de continuum des dommages, de maximisation des opportunités offertes par les nouveaux produits. On doit considérer toutes les transitions possibles, tous les flux possibles entre les différents états, fumeurs, vapoteurs, non-fumeurs. Et donc les flux et les stocks déterminent les dommages. Je vais m'expliquer un peu mieux sur les flux et les stocks. On peut imaginer un système basé sur les feux de circulation, rouge, orange et vert, où rouge serait la combustion. On veut le moins possible de personnes dans le récipient rouge qui contient donc les fumeurs. On veut qu'ils sortent de ce récipient, donc on veut maximiser le flux vers la gauche. On veut que ces personnes, si possible, arrêtent de fumer, et si elles n'y parviennent pas ou ne le souhaitent pas, qu'elles utilisent autre chose, si possible des substituts nicotiniques, des médicaments, sinon des vaporisateurs de nicotine ou de tabac, sinon du tabac à usage oral. On veut minimiser les flux vers la droite, c'est-à-dire on veut que les jamais fumeurs ne commencent pas à utiliser un produit, et maximiser les flux vers la gauche, et réduire le stock dans le verre rouge et maximiser le stock dans le verre vert. Voilà ce que j'entends par flux et stock. On peut le représenter sous cette forme-là, et je dois ce graphique à Dave Abrams. On a donc le vert à droite, c'est la combustion. On aimerait que les gens quittent ce vert et n'y rentrent pas. Et on a à gauche le vert vert qui contient soit ceux qui n'ont jamais rien consommé ou les ex-consommateurs, les anciens consommateurs. Donc on aimerait que les flux arrivent vers la gauche et les grosses flèches rouges et vertes. Pour ceux qui n'y parviennent pas, eh bien, on aimerait que s'ils arrêtent de fumer, ils passent éventuellement par la case substitut nicotinique ou qu'ils utilisent des cigarettes électroniques ou sinon, et c'est le vert orange un peu plus foncé, qu'ils utilisent éventuellement à la fois des cigarettes électroniques et des cigarettes combustibles. Peut-être que ça peut leur permettre de réduire leur consommation de cigarettes combustibles ou de réduire la durée de consommation des cigarettes combustibles, qui est très importante et même plus importante que la quantité consommée sur les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Donc on aimerait que les flux aillent vers la gauche, mais on doit être attentif aussi, lorsqu'on met en place de nouvelles réglementations, à éviter les effets indésirables, c'est-à-dire les flèches qui vont vers la droite. Si par exemple on interdit les arômes, ou on limite très sérieusement les arômes, alors on limite aussi l'attractivité du produit, et donc les personnes pourraient ne pas envisager de commencer à vapoter et passer directement à la combustion s'ils font partie du groupe qui de toute façon va consommer la nicotine sous une forme ou sous une autre. Aussi, si on interdit la publicité pour les cigarettes électroniques, alors les personnes qui souhaitent ou qui sont vulnérables et qui vont utiliser la nicotine pour gérer par exemple leur humeur, eh bien l'utiliseront sous la forme pour laquelle il y a de la publicité et la forme qui est disponible partout, c'est la combustion. Donc, on doit être conscient des effets secondaires potentiellement négatifs des réglementations qui pourraient pousser les gens vers la droite, donc dans le mauvais sens. Les régulateurs, les personnes qui rédigent ces réglementations, devraient être hantés par le risque de conséquences négatives involontaires, et même ils devraient être tenus pour responsables
de ces conséquences négatives, parce qu'ils sont avertis, ils ont été avertis. Et il est important de documenter les conséquences. Donc toutes ces décisions, lois, actions doivent être accompagnées d'une analyse des conséquences, c'est-à-dire d'une étude d'évaluation de l'efficacité et de l'efficience, donc du rapport coût-efficacité de chaque mesure, y compris les conséquences inattendues du reste, pas uniquement les conséquences recherchées. Donc en somme, chaque flèche du graphique précédent devrait être documentée. Les études devraient compter le nombre de personnes, les flux en somme, et les stocks dans chacun des verres et entre chacun des verres ou des gobelets sur ce graphique. Cette exigence d'évaluation est nécessaire, sinon on se transforme en apprenti sorcier, et on a quelquefois l'impression que cette directive européenne, c'est le jeu d'apprenti sorcier, parce qu'elle peut avoir des conséquences négatives, mais si on n'a pas d'études d'évaluation pour les documenter, alors on ne connaîtra jamais ces effets attendus et aussi inattendus. Il faut une recherche qui soit indépendante et pour ça il faut la financer, éventuellement par une taxe spécifique sur le tabac et les vaporisateurs, une taxe dédiée pour la prévention et la recherche via la création d'un fonds pour la recherche sur le tabagisme et sur la nicotine et pour les actions de prévention, comme c'est le cas en Suisse depuis bientôt une dizaine d'années et comme c'est le cas actuellement en France aussi avec cette création d'un nouveau fonds. On peut aussi, pour convaincre les non convaincus, proposer une stratégie par étapes, où la première étape serait de commencer par éliminer la combustion et la remplacer par les nouvelles technologies ou les produits de tabac et de nicotine qui permettent de la consommer ou de l'inhaler sans combustion. Dans une deuxième étape, on pourrait éventuellement se débarrasser du tabac et, s'il le faut absolument, se débarrasser de tous les produits nicotinés. Une stratégie par étape qui pourrait permettre de progresser vers un consensus. Quels sont les obstacles sur cette voie? Je pense que le premier obstacle, c'est l'ajout d'objectifs secondaires. Donc on risque de perdre de vue notre objectif principal, qui est de réduire les cas de maladie et de mortalité en éliminant la combustion, en ajoutant des objectifs secondaires qui peuvent nous détourner de l'objectif principal et entrer en conflit avec lui. Ces objectifs secondaires, qui peuvent être tout à fait légitimes, seraient par exemple de diminuer le nombre d'utilisateurs de tabac, ou de réduire le nombre d'utilisateurs de nicotine, ou d'attaquer ou d'entraver l'industrie du tabac. Ils peuvent être parfaitement légitimes et certaines personnes ont passé toute leur carrière à les poursuivre et peuvent sentir une vraie passion pour ces objectifs secondaires, mais il faut tout de même veiller à ce qu'en poursuivant ces objectifs secondaires, on ne sabote pas l'objectif principal. C'est souvent quelque chose qui va arriver parce que ça détourne les actions et les investissements. L'ennemi, c'est la combustion. C'est la combustion qu'on doit éliminer. Entre parenthèses, quelle est la place à accorder à l'industrie du tabac qui vient avec des vaporisateurs de tabac, des produits de tabac chauffés? C'est un autre débat qui convient de mener avec une réflexion approfondie. Le deuxième obstacle, à mon sens, c'est la division des experts en santé publique. Ces experts en santé publique sont le groupe ou le lieu de la plus forte opposition à la vaporisation et aux cigarettes électroniques. On constate une utilisation de la science comme une arme dans un débat idéologique, on se jette à la tête des arguments scientifiques et ça jette un discrédit sur tous les acteurs. Plus personne n'est crédible dans ce débat où les études sont utilisées comme des armes. Nous devons donc réfléchir aux moyens de réduire ces divisions, de se réconcilier autour d'un projet commun. Et je pense qu'il faut commencer des deux côtés par communiquer les faits de manière exacte, précise et honnête, par conduire plus d'études, notamment des essais randomisés, c'est-à-dire des essais sur l'efficacité pour arrêter de fumer notamment, mais pas seulement, aussi des analyses politiques, des analyses des conséquences des mesures politiques. Il convient de financer cette recherche indépendante et aussi de repositionner le débat public sur les opportunités offertes par les nouvelles technologies de vaporisation plutôt que sur les risques. Donc parler de maximisation des opportunités plutôt que de réduction des risques. Il faut aussi admettre la sincérité des différents acteurs, de ceux qui sont en face de soi qui ne sont pas du même avis. Chacun pense que sa propre position défend la santé publique et que c'est le camp adverse
éventuellement le camp des pro-e-cigarettes qui représente un danger pour la santé publique. Donc il faut admettre cette sincérité des différents acteurs et respecter la partie adverse. Sinon, alors, les choses s'enveniment très rapidement et on n'arrive pas à obtenir un consensus et à progresser. D'autres obstacles, il y en a, notamment le fait que de nombreuses personnes pensent que les politiques anti-tabac traditionnelles, ce que propose la Convention cadre anti-tabac, le paquet Empower de l'OMS, que ces choses qu'on a toujours faites depuis longtemps suffisent et qu'il n'y a pas besoin des nouvelles technologies de vaporisation, qu'on arrivera à réduire la prévalence sans les nouvelles technologies. C'est bien sûr faux. Ces politiques ne suffisent pas. La proportion de fumeurs plafonne dans de nombreux pays. Ça prendra des décennies pour parvenir à réduire suffisamment la proportion de fumeurs si on ne tient pas compte des nouvelles technologies. Un autre problème, à mon sens, c'est un problème de répartition du financement pour la recherche. Pas seulement l'insuffisance de ce financement, mais sa répartition. Il y a beaucoup trop de fonds et d'études sur les risques de ces nouveaux produits et trop peu de fonds et d'études sur leur efficacité et sur l'effet des mesures politiques, effet attendu ou effet inattendu. Donc il faudrait plus de policy analysis et moins d'études sur les risques. En tout cas, les répartir mieux, mais répartir de manière plus équilibrée les fonds entre ces catégories d'études. Un autre obstacle à mon sens, c'est qu'on n'a pas pour l'instant un consensus sur le niveau de risque acceptable, niveau de risque au-dessus duquel une action est nécessaire. Par exemple, pour l'usage chez les jeunes, quel est le niveau de risque acceptable? Quelle est la proportion de jeunes utilisateurs non fumeurs qu'on peut accepter et proportion au-dessous de laquelle il n'y a rien à faire et au-dessus de laquelle il faudrait faire une action? Est-ce que ce niveau est zéro? Alors, si ce niveau est zéro, que l'usage par aucun jeune non-fumeur n'est acceptable, alors sans doute que les mesures prises seront drastiques et excessives et contraires à la santé publique parce qu'elles réduiront l'utilisation du produit et elles protégeront la combustion. Donc, il conviendrait de parvenir à un consensus sur un niveau de risque acceptable, niveau au-delà duquel une réglementation est nécessaire. Pour conclure, notre objectif est de créer, et ça prendra peut-être quelques années, mais pourquoi pas, cette directive européenne peut changer, les lois nationales qui en découlent peuvent changer aussi. Le temps à disposition est aussi un atout, c'est le temps nécessaire pour obtenir le consensus, créer les alliances et construire un nouveau consensus autour de cet objectif de réduire la mortalité et la morbidité en éliminant la combustion, tout en acceptant l'usage de tabac à usage oral, sans combustion, et l'usage de nicotine sous des formes moins dangereuses que la combustion, mais néanmoins attractives et bon marché. Pour cela, il faut que les partenaires s'accordent sur un cadre pour l'action et acceptent la notion de continuum des risques, qui doit avoir pour conséquence un continuum de la réglementation et de la taxation, et que les partenaires s'accordent sur une stratégie de maximisation des opportunités offertes par les nouvelles technologies. Il est important d'anticiper les effets des nouvelles lois lors de leur rédaction, puis d'évaluer leur impact et l'impact de chaque mesure, de chaque article de loi, sur tous les flux et les stocks entre les gobelets des différentes couleurs. Ce débat, le débat qui permettrait, s'il aboutit, de réduire la mortalité très importante causée par la combustion du tabac, eh bien ce débat est un des plus importants débats de santé publique et il consiste donc à redéfinir la place de la nicotine et du tabac dans la loi et dans la société. Je vous remercie de votre attention.